Êtes-vous pour le compte des parties civiles ou pour le compte des accusés? Monsieur le Président, si vous voulez, si vous pouvez me permettre de finir mon argumentation, vous comprendrez, Monsieur le Président. Allez-y. Parce que vous vous rappelez, une fois j'ai dit ici devant vous que je ne suis pas pour accompagner une mascarade judiciaire, que je ne suis pas là pour que je puisse cautionner une parodie de justice. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Dans le cadre de l'évocation du procès du Beach, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Bonjour et bonsoir. Nous allons vous parler de la situation des disparus du Beach et autres pendant les événements de 1998 à 2000. Tout le monde sait que de 1999 à janvier, plutôt en 2000, de nombreux crimes ont été commis au Congo, notamment en ce qui concerne les personnes disparues. Il n'y a pas que les disparus du Beach, il y a eu les disparus d'autres localités, ou ceux qui étaient pris dans des sites. Vous savez, à partir de le 31 décembre 1998, Denis Sassou Nguesso, président de la République, avait lancé un vibrant appel radio-télévisé pour demander aux citoyens qui étaient réfugiés dans le Poul ou dans leur région de regagner Brazzaville. Donc, leur sécurité devait être garantie. Cette garantie a été confirmée par la participation du HCR. Donc, le gouvernement incitait les réfugiés à regagner Brazzaville. En mai 1999, Sassou avait intensifié les bombardements des villages du Poul et même ceux de la Bouenza, de la Lepon, ainsi que de nombreux villages ont été touchés. Mais des villages comme Kankata, de Malandamakwa, Koma, Ngoki, Matsula et bien d'autres ont été sérieusement bombardés et vidés de leur population. Et le pillage s'en est suivi. Alors, ce qui s'est passé au port fluvial de Brazzaville
pour ces réfugiés qui avaient donc des sauf-conduits du HCR était terrifiant et nous rappelle sans contestation des pratiques nazies. C'est donc exclusivement en considération de cet engagement du président de la République, Denis Sassou Nguesso, que des citoyens de Brazzaville et des pays du Niari, réfugiés en RDC, décident les premiers de regagner la mère patrie, c'est-à-dire le Congo. Le 28, à partir de 28 avril et 4 mai 1999. Et d'ailleurs, dans quelles conditions, je vous le dis. Dans cette perspective, était signé le 14 avril 1999 un accord tripartite entre les deux Congos et le HCR pour organiser le rapatriement des Brazzavillois, d'abord par train à partir des lieux de refuge au beach Ngobila de Kinshasa, puis du beach Ngobila au beach de Brazzaville, avec comme finalité donc le retour au domicile respectif. Des milliers de personnes acceptent donc de rentrer à Brazzaville par le port fluvial, donc le beach, et plus de 350 personnes ont été portées disparues, mais en réalité, si la presse a parlé de 350, mais en réalité, il y en a eu beaucoup plus, comme vous allez le découvrir dans le récit que je vais vous faire au fur et à mesure. Et nous avons appelé ça par après, d'ailleurs, les convois de la mort. Il y a eu au départ 2 trains placés sous la haute surveillance policière de la Direction générale de migration DGM de la RDC, parti de Mbanza Ngungu, RDC, le 28 avril et le 4 mai 1999 pour le beach Ngobila de Kinshasa, en passant par la gare de Kazangulu. Il était fortement interdit aux passagers de sortir du train. Roger Okula, ambassadeur du Congo en RDC, supervisait en personne l'opération depuis les sites où se sont identifiés les réfugiés. Le premier train avait quitté Mbazangungu le 28 avril 1999 à 8 heures avec plus de 1800 voyageurs à bord. Le deuxième train du 4 mai avait beaucoup moins de personnes, environ moins de 1000 personnes environ, car des échos des enlèvements et des disparus du beach de Brazzaville à l'occasion du premier convoi avaient franchi déjà les barrières des sites des réfugiés, notamment à Bazangungu. D'où le refus de beaucoup d'autres d'aller à la mort. Ces trains finalement rappellent les convois de la mort des nazis, comme je ne cesse de le dire. Personnellement, je n'étais plus à Brazzaville puisque quand il y a eu cette affaire du beach, j'étais déjà sorti du pays, du Congo, en fin mars 1999, parce que j'étais menacé. Il y avait eu un incident lors de l'opération de sécurisation des personnes et des biens. J'avais sauvé un enfant qui avait 6 ans, et ces images que j'avais filmées, et dans le groupe probablement il y avait des gens, puisque de toute façon le convoi que j'avais, c'était des convois, des éléments de la force publique, c'était pas de Cobra, mais les gens savaient que j'avais filmé et j'avais amené cet enfant à l'hôpital. Les images d'ailleurs sont dans le site. À partir de cet incident ou de ce fait, j'étais donc menacé,
Et ils sont venus vers fin février dans la rue Loudima où je vivais. Et d'ailleurs, je déposais mes documents, mais en fait, je ne vivais pas là-bas. Je n'avais pas de domicile, puisque je faisais attention. Je savais que moi-même, j'étais sous le coup d'un enlèvement ou des menaces. Et je ne me suis pas trompé, puisque un soir, ils sont venus vers 3 heures du matin. Il y a eu 3 ou 4 BJ de la garde présidentielle. Ils sont venus, ils sont rentrés de force, puisqu'ils connaissaient, ils connaissaient la chambre où j'étais, puisque c'était une chambre extérieure à la grande maison. Et finalement, ils avaient pris toutes les cassettes. Heureusement que je gardais les cassettes et je les mettais à l'abri. J'en avais donné au ministre Loumamou, à l'archevêque Barthélemy Batantou, et moi-même j'avais pris des copies que j'avais fait envoyer par mon ami et frère Charles Nana, qui était reparti en France fin janvier. Donc lui, il était bloqué à Saint-Alphonse, il était venu passer les vacances de Noël, malheureusement qu'il n'a pas pu passer, puisque les événements, vous connaissez la suite, ce qui s'est passé. Alors donc, les enlèvements et les disparitions au beach de Brazzaville ont été rapportés par des personnes qui ont assisté à tous ces faits macabres. Dès que je suis rentré de Paris en septembre 1999, donc après un long séjour en France, j'ai été saisi par les parents des victimes. Mais bien avant, le colonel Marcel Twanga m'avait fait parvenir par une relation une lettre. Et c'était en juin ou juillet, me faisant part de la disparition de son fils. Donc, lorsque je suis rentré, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Je suis allé au DCRM chez Marcel Nzourou, qui ne m'avait pas reçu, et qui avait d'ailleurs, je dirais, voulu m'éviter alors que je le connaissais, puisque je savais qu'il y avait des gens qui étaient déposés chez lui. Alors, ceux qui m'ont rapporté leur témoignage ont regretté d'ailleurs mon absence de Brazzaville, où probablement j'aurais pu influer sur le cours des choses, étant donné que lorsque je faisais l'opération de sécurisation des personnes et des biens dans les quartiers sud et dans les sites, à partir du 23 décembre 1998 au 23 mars 1999, j'étais pratiquement craint par les cobras qui procédaient, dirais-je, aux exactions, au pillage. Donc, pour moi, c'est un témoignage. On fait état donc de la présence des fumées importantes et d'une odeur nauséabonde des corps brûlés non loin des locaux de la garde présidentielle au palais du Plateau, que je vous montre en image. Ce que confirme d'ailleurs le témoignage poignant du collectif des militaires, gendarmes et policiers qui font le tableau d'actes plus abominables les uns que les autres. Et lorsque je vais arriver, on va me faire part également du rôle que Yvon Sitavé avait joué. Lui qui était résident à Bakongo, que j'avais plusieurs fois d'ailleurs croisé pendant les rondes que j'ai effectuées entre janvier, février et jusqu'au début mars. Et vous verrez bien, lui, il était un agent de Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue, qui lui avait confié la mission d'informateur. C'est celui qui devait dénicher ceux qui étaient qualifiés suspects ninja au port fluvial de Brazzaville. Donc au procès de juillet
août 2005, que vous allez suivre, que je vais vous reproduire, on a entendu ce sinistre personnage Sitavansiri déclarer qu'il n'avait jamais porté une arme, alors qu'à chaque fois que je le croisais avec son petit groupe de pillards et de malfaiteurs, il portait une arme, il était en treillis. Et voir d'ailleurs la photo que je vous montre. Les témoins ayant pris part à ces convois de la mort ont témoigné des conditions de leur traversée et de ce qui s'est passé au beach de Brazzaville à l'arrivée des réfugiés. Alors, je cite également ce que une personne avait révélé le 4 mai 1999, qu'il avait à sa charge 6 enfants et lui-même était la 7e personne et formait un groupe. Ils étaient dans une liste officielle. Donc, lorsque ils sont arrivés, ces enfants ont été pris, notamment Arnaud, Bischoff, Aimé. Donc je vous laisse suivre cette première partie. Je vous laisse suivre cette première partie qui concerne donc les accusés qui sont devant la cour criminelle de Brazzaville. Et il y aura donc les interrogatoires des accusés. Mais cette première vidéo concerne les exceptions soulevées par les avocats. Je commence par Maître Malunga, qui fait des exceptions, qui ont d'ailleurs un peu heurté le président de la Cour, qui le traite d'irrégulier, puisqu'il avait été nommé par le président de la République par un décret qui n'a pas été, validé par le Conseil supérieur de la magistrature. Il y aura, en dehors de Hervé Ambroise Malunga, que je rends hommage, parce que nous sommes presque jour pour jour à 3 ans de sa disparition. Il y aura aussi les exceptions soulevées par Maître Mongo, Maître Penapitra, et la prochaine émission, nous allons donc entamer les véritables débats avec les interrogatoires des accusés que vous connaissez. Il y avait Jean-François Dengue, le général Adoua. Bon, à l'époque, Dengue n'était pas général, il était colonel. Adoua également. Avoukou, à la quoi il y a Garcia, il y a Tsuru, il y a Obo et bien d'autres, Dabira, qui étaient cités dans cette affaire du beach. Vous allez les suivre. Pour l'instant, je vous fais passer cette première partie qui concerne les exceptions soulevées par les avocats avant d'entamer le procès. Monsieur le procureur général, monsieur le greffier en chef vient de donner à haute et intelligible voix lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Brazzaville, renvoyant les accusés devant la cour criminelle de Brazzaville. Maintenant que cette lecture a été faite, nous allons procéder au premier interrogatoire des accusés, sauf, bien entendu, si
les avocats ont des exceptions à soulever avant que ce débat au fond ne commence. Maître Malunga. Vous soulevez une exception avant tout débat au fond. C'est bien cela, Monsieur le Président. La Cour vous suit. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs de la Cour de la Chambre criminelle, de la Cour d'appel de Brazzaville, j'interviens dans ce dossier pour le compte des ayants droit, Mabanza et autres, qui sont partie civile dans cette douloureuse affaire qui est diligentée contre les nommés Dabira, Ndingue, Adoua, Garcia, Alakwa et autres, qui sont poursuivis, disais-je, pour génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et assassinat. Une audience, un arrêt de la chambre d'accusation a été rendu en date du 11 juillet 2005. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les jurés, permettez-moi de vous rappeler que cette ordonnance qui a été rendue en date du 11 juillet 2005, cet arrêt plutôt, à l'époque, il avait été prévu par le parquet général la tenue de cette audience à la date du 19 juillet 2005. Au départ 12 juillet, ensuite le 19 juillet. Entre-temps, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, cet arrêt n'avait pas encore été notifié aux accusés et aux autres parties. Si mes souvenirs sont exacts, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, cet arrêt rendu le 11 juillet n'a été matérialisé que 3 jours après. Et nous avons pris connaissance de l'entièreté de cet arrêt le jeudi. Et lorsque je me suis rapproché du greffe de la Cour d'appel pour savoir exactement si cet arrêt avait été notifié aux accusés et aux autres parties, j'ai constaté que cela n'avait pas été fait, Monsieur le Président. Pour preuve, lorsque je suis venu inscrire mon pourvoi contre cet arrêt, j'attendais que, effectivement, cet arrêt ne soit signifié. Curieusement, et c'est pourquoi je dis, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, vous qui avez pris le risque de juger cette affaire, Monsieur le Président, c'est un risque. La communauté internationale, aussi bien le peuple congolais, ont les yeux braqués sur vous. Je disais que le vendredi, j'arrive au greffe, rien n'avait été fait. Et curieusement, je dis, j'ai répété, Monsieur le Président, devant la Constitution, le lundi, cette affaire a été évoquée devant la Cour suprême, Monsieur le Président. C'est inédit dans l'histoire de la justice de notre pays qu'un arrêt rendu par la Chambre d'accusation qui n'a pas encore été notifié aux accusés puisse être évoqué par la Cour suprême. Rappelez-vous, Monsieur le Président, la même Chambre, en dehors de vos assesseurs d'aujourd'hui, professionnels qui sont à vos côtés, nous avions à l'époque, le lundi, là, nous avons une autre affaire qui venait, qui devait être examinée par vous. J'étais dans ce dossier, mes clients étaient là, et finalement on m'a demandé de sortir parce qu'il y avait la Cour suprême qui venait, le lundi. Et lorsque j'ai demandé, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de l'affaire du beach.
J'ai été surpris, M. le Président. Et j'ai même dit devant ces juges de la Cour suprême, mais quel est ce pays finalement que nous voulons bâtir, où nous voulons bâtir un état de droit. Un arrêt qui est rendu jeudi, qui n'est pas encore signifié, et vous prenez le dossier pour venir l'examiner. C'est inédit, on n'a jamais vu. Mais qu'à cela ne tienne, M. le Président, bien que je l'ai dit, cette Cour suprême ne s'est pas gênée. Et je pense même, M. le Président, qu'à la date où cette affaire, nous l'avons plaidé, Maître Desvillers et moi-même ici, je crois que la Cour suprême était venue déjà ici, avec son arrêt déjà prêt. Mais ils ont été gênés par rapport aux explications que nous avons données, Maître Desvillers et moi-même. Parce qu'on a été surpris par ce scandale judiciaire. Finalement, ils se sont gênés, ils ont renvoyé, ils ont mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue le lendemain. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, cette affaire vient de vous. Alors, M. le Président, pour revenir sur cet arrêt qui vous saisit aujourd'hui. Cet arrêt, comme il a été rappelé tout à l'heure, je reviens sur cet aspect de droit. Cet arrêt a décerné des ordonnances de prise de corps. Malheureusement, comme vous l'avez su le dire hier, jusqu'ici, M. le Président, cela n'a pas été fait. Or, moi, je me réfère aux dispositions de l'article 199. 199, M. le Président. 199, il est dit ceci. Cette page, excusez-moi. Je suis vu 199. 199 dit ceci, M. le Président. Ah voilà, enfin. L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé de la qualification légale des faits objets de l'accusation. Et l'alinéa qui nous intéresse, M. le Président, c'est l'alinéa 2. Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité. Monsieur le Président, vous savez, je disais hier, pas plus tard que hier, c'est pas pour la première fois que nous renvoyons les accusés devant la chambre d'accusation. Un arrêt est rendu. Nous sommes pourvus en cassation. La Cour suprême a décidé que cette affaire revient devant nous. Cet arrêt n'a même pas été infirmé en aucune disposition par la Cour suprême. Donc le parquet général se devait d'exécuter les ordonnances qui ont été décernées. Les ordonnances de prise de corps. Monsieur le Président, hier, je lisais, c'est un manuel de partie de la Cour d'assises. Et il est dit ceci dans ce manuel, Monsieur le Président. Signification de l'arrêt de renvoi. L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé. Il l'est à la requête du procureur général. La signification de l'arrêt de renvoi est une formalité substantielle puisqu'elle a pour objet de faire connaître exactement à l'accusé les charges relevées contre lui. Ce qui est important le plus, Monsieur le Président, et c'est capital, l'omission de cette formalité doit dès lors entraîner la nullité de la procédure. L'omission de cette formalité doit dès lors entraîner la nullité de la procédure. C'est ce qui a été décidé. Maître Malonga, vous êtes avocat des accusés ou... Je vous en prie. Êtes-vous pour le compte des parties civiles ou pour le compte des accusés? Monsieur le Président, si vous pouvez me permettre de finir mon argumentation, vous comprendrez, Monsieur le Président. Allez-y. Parce que vous vous rappelez, une fois j'ai dit ici devant vous que je ne suis pas pour accompagner une mascarade judiciaire, que je ne suis pas là pour que je puisse cautionner une parodie de justice. Et c'est pour cette raison, Monsieur le Président, si les avocats des accusés se complaisent dans ce dossier pour que
nous allons tous dans une mascarade judiciaire, nous allons tous faire une parodie de justice, en tout cas ce qui me concerne, je ne pourrais pas partager cet avis. Et c'est pour cette raison que je vous évoquerai tous ces éléments. Je lis là, c'est d'ordre public. Et je l'ai trouvé, si vous voulez bien, je pourrais vous produire notamment cet arrêt. C'est un arrêt de la cassation criminelle, Monsieur le Président, 6 juillet 1965, bulletin criminel numéro 170. Où il a été décidé que si cela n'a pas été fait, ça doit entraîner la nullité de la procédure. Vous devez le constater, Monsieur le Président. Je l'ai relevé parce que c'est d'ordre public. Ça s'impose à tout le monde. Il n'est pas dit, Monsieur le Président, que lorsqu'on est partie civile, qu'on doit accepter la violation flagrante, notamment des règles de procédure. Continuez votre... Merci, Monsieur le Président. Donc je dis qu'il a été décidé par la Cour de cassation de Paris que lorsque cette formalité n'est pas substantielle, n'est pas remplie, effectivement, vous devez sanctionner en disant que cet arrêt est nul. Monsieur le Président, j'en viens aux dispositions de l'article 141 qui ont été soulevées maladroitement hier devant vous. Mais je n'avais pas le code aujourd'hui, je vais vous lire dans son entièreté, Monsieur le Président, ce qui est dit par cette disposition qui avait été évoquée à tort hier. 141. Il dit ceci, Monsieur le Président. L'accusé qui a été mis en liberté provisoire, on n'en est pas là. Ces accusés n'ont jamais été placés nulle part. Ou qui n'a jamais été détenu, c'en est le cas, au cours de l'information, doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience, Monsieur le Président. Est-ce que dans ce dossier, Monsieur le Président, c'est vrai qu'ils n'ont pas été placés, aussi bien devant le juge d'instruction qu'aussi bien au niveau de la Chambre de l'audience. Mais, Monsieur le Président, à l'ouverture de votre audience du 19 juillet, ces accusés devraient se constituer prisonniers à la veille de la date du 19 juillet. Or, malheureusement, et cela n'est un secret pour personne, tout le monde les a vus arriver sans pour autant qu'ils se soient constitués prisonniers. Monsieur le Président, ça aussi, Monsieur le Président, je disais tantôt, tout à l'heure, je vous rappelais que cette affaire, Monsieur le Président, vous avez la communauté internationale devant vous. Vous avez le peuple congolais devant vous. Est-ce que vous allez, à partir de ce moment-là, cautionner cet état de choses? Vous connaissez ça, Monsieur le Président. Je crois que vous allez faire respecter le droit dans ce dossier. Cette formalité n'étant pas remplie aussi, dès lors qu'ils ne sont pas constitués prisonniers la veille de l'audience, avant l'ouverture du 19 juillet, puisque vous avez ouvert cette audience le 19 juillet, dès lors qu'ils ne sont pas constitués prisonniers, mais cela aussi entraîne la nullité de la procédure que nous examinons aujourd'hui. Même, Monsieur le Président. Mais dans ce dossier, si on avait vraiment le temps, on dirait beaucoup de choses. J'en viens, Monsieur le Président, sur les citations qui ont été faites par Monsieur le procureur général, que je regarde bonnement. Toutes ces citations, Monsieur le Président, ont été faites, portent la date du 20 juillet 2005. Toutes les citations pour l'audience du 21 juillet 2005. Une fois de plus, une première dans notre histoire du Congo-Brazzaville, dans notre histoire judiciaire du Congo. Les citations sont faites, datées du 20 juillet, pour l'audience du 21 juillet. Mais l'article 492, Monsieur le Président, 492 de notre Code de procédure pénale, nous fait obligation d'observer au moins 5 jours entre la date où les citations sont faites et la date de l'audience. Mais, Monsieur le Parquet général, vous citez les gens le 20 pour une audience du 21. On n'a jamais vu ça.
C'est inédit, une fois de plus. On n'a jamais vu ça, monsieur le Président. Jamais on a vu, je suis là depuis, je ne sais pas combien, plus d'une vingtaine d'années, on n'a jamais vu une audience où les gens sont cités le 20 pour une audience du 21 juillet. C'est inadmissible et c'est inacceptable, monsieur le Président. En ce moment-là, je vous donne les dispositions de l'article 505. 505, monsieur le Président. « 505, oh là là, ça y est. 505, il a dit ceci, monsieur le Président, 505. La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a reçu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve pour les délais de citation. » Monsieur le Président, vous voyez bien qu'en ce qui nous concerne, nous, les partis civils, nous qui avons reçu les citations pour le 20, pour l'audience du 21 juin, elles nous portent quand même, elles nous portent préjudice. Nous, les partis civils. C'est pour cette raison, monsieur le Président, vous allez constater que ce qui a été fait au niveau du parquet général ne peut pas être admis. Vous allez pouvoir le sanctionner. Monsieur le Président, j'en viens sur le conflit de juridiction. Monsieur le Président, mais il est de notoriété publique aujourd'hui, et je vois mes confrères qui me regardent, qui ont dû certainement plaider dans ce dossier, monsieur le Président, monsieur les conseillers, monsieur les membres, mesdames, messieurs du jury, que cette affaire est pendante devant la Cour de cassation. D'ailleurs, nous avons eu l'illustration hier ici. L'un des accusés vous a dit lui-même qu'il a déclaré hier ici qu'il a été interrogé de 3h à 6h du matin en France. Qu'il a même ajouté que l'interrogatoire s'est poursuivi le lendemain en France. Tout le monde sait aussi qu'un autre accusé a été interrogé en France, à Paris. Et aujourd'hui, monsieur le Président, ce n'est un secret pour personne, tout le monde sait que cette affaire est pendante devant la Cour de cassation de Paris, monsieur le Président. Alors la question que je me pose, dès lors, la question que je me pose, est celle de savoir si ce même litige peut être porté devant vous, et il peut être porté aussi devant les juridictions françaises. Alors que tout le monde sait, monsieur le Président, monsieur le conseiller, mesdames, messieurs, qu'au niveau de la France, la procédure est suffisamment avancée. La procédure est suffisamment avancée. Pourquoi voulez-vous vous donner cette responsabilité, monsieur le Président? Elle est historique. Elle est historique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous saisir d'une affaire qui est pendante devant les juridictions françaises, qui est suffisamment évoluée, qui est suffisamment avancée. Et je disais tout à l'heure, pendant que vous étiez là, j'ai eu un coup de fil, vous savez, de Paris, mes confrères de Paris qui me disent que cette affaire va bientôt être examinée. Elle va être examinée bientôt. Alors vous, ici, on vous dit de juger. Elle va être examinée. Je crois que dès demain, je pourrais vous donner la date. Demain, je pourrais vous communiquer la date où cette affaire sera évoquée par la Cour de cassation de Paris. Alors, monsieur le Président, je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez juger cette affaire? Je vous demande sur ce point, monsieur le Président, de bien vouloir constater cette affaire. Est-ce que vous allez prendre ce risque de juger? Je vous laisse le soin de décider sur ce point. Alors, enfin, monsieur le Président, enfin, monsieur le Président, je voudrais partager avec vous. Et c'est pourquoi je vous rappelais, monsieur le Président, tout à l'heure, que cette affaire, elle est historique. Elle est historique, monsieur le Président. Alors j'en viens maintenant pour examiner les conditions dans lesquelles les magistrats qui animent nos juridictions ont été désignés, ont été nommés. Dans quelles conditions, monsieur le Président, vous à qui on veut faire porter cette lourde responsabilité, monsieur le Président, si demain on venait, il pourrait y avoir peut-être une révision de procès. Mais on va commencer par dire, est-ce que ces magistrats qui ont jugé avaient-ils le droit de juger, monsieur le Président? Est-ce que vous avez le droit de juger? Mais ces magistrats, lorsque l'on se réfère aux dispositions de l'article 141 de notre Constitution, disent ceci, que vous devez être nommé sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
sur proposition du Conseil supérieur. En ce moment-là, c'est sur proposition. Or, jusqu'à présent, Monsieur le Président, vous qui êtes en train de vouloir juger cette affaire, vous avez été nommé par Monsieur le Président de la République seul. Vous voyez bien qu'on a même violé la loi constitutionnelle. Le texte constitutionnel, permettez-moi. On l'a violé. Et on veut vous demander à vous aussi, vous qui êtes appelés à dire le droit, de consacrer la violation flagrante notamment de notre texte supérieur qui est la Constitution. Qui dit que vous ne pouvez être nommé, vous ne pouvez prendre vos fonctions que lorsque le Conseil supérieur majeur est mis en place, qui propose les gens qui peuvent animer vos structures. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le président de la République peut vous nommer. Dès lors que cela n'a pas été fait, Monsieur le Président, je crois qu'en ce qui vous concerne, vous ne pouvez pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. Sauf si on nous dit aujourd'hui, si vous jugez, c'est-à-dire que nous sommes là pour cautionner notamment, pour violer la Constitution. Est-ce que vous, Monsieur le Président, vous allez pouvoir accepter de violer cette Constitution? Oui, on va me dire tout à l'heure, on me dira qu'on a plaidé là-bas, devant le Conseil constitutionnel, on a déclaré irrecevable. On n'a pas jugé sur le fond, puisqu'on va me le dire. Parce que devant la Cour constitutionnelle, nous sommes allés, Monsieur. Alors je dis, oui, Monsieur le Président, je dis que vous, sur ce point-là, Monsieur le Président, sur ce point, Monsieur le Président, vous n'êtes pas compétent. C'est pour cette raison que je disais, laissez ceux au moins qui ont été désignés dans les formes qui ont été désignés dans les formes légales. C'est que les juges français connaissent de cette affaire qui est importante. Vous ne pouvez pas la connaître, vous. Vous êtes désigné déjà dans des conditions bizarres. On viole la Constitution, on vous désigne, on vous nomme. Et mieux, Monsieur le Président. Mieux, Monsieur le Président. Mais ça, c'est la Constitution, Monsieur. Maître Malunga, mettez un peu de courtoisie pour donner asile à des termes courtois dans votre plaidoirie. Je retire le mot bizarre. Mais je voulais seulement vous faire remarquer, Monsieur le Président, que la Constitution, c'est celle-là, c'est notre texte supérieur. On ne peut pas y déroger. Elle dit que vous devez être désigné sur proposition du Conseil supérieur. Ce qui n'a pas été fait pour vous. Donc je pense que vous ne pouvez pas, vous, prendre cette lourde responsabilité sur celui-ci. Et mieux, Monsieur le Président, j'en aurais terminé sur ce point. Ce que j'ai dit, vous verrez dans mes conclusions. Monsieur le Président, lorsque cette affaire est venue devant le juge d'instruction, j'avais saisi ce juge en lui demandant de faire quelques investigations. Et en ce qui vous concerne aujourd'hui, j'avais demandé, Monsieur le Président, ayant constaté, et la preuve m'a été faite hier, lorsque vous avez interrogé monsieur, j'ai reconnu son nom, monsieur, c'est pas beaucoup, monsieur Rigaudert, celui qui est le documentaliste, là, si on l'appelle, il vous dit, voilà, je suis spécialiste je suis ingénieur, là, je suis ingénieur, mais après il a fini par nous dire, non, je m'occupe de la sécurité de madame et du chef de l'État. En tout cas, ce qu'il a dit, ce que j'ai entendu hier. Alors, Monsieur le Président, ce dossier, il met en cause des collaborateurs immédiats de Monsieur le Président de la République. Des collaborateurs immédiats de Monsieur le Président de la République. C'est pour ça que j'avais demandé au juge d'instruction, je n'ai cité que celui-là, il y en a d'autres, hein. J'avais demandé au juge d'instruction de faire au moins le transport, que nous allions au moins vérifier certaines choses auprès du chef de l'État. On nous dit, tantôt les gens étaient séquestrés là-bas au niveau de la garde présidentielle. Tantôt on nous dit peut-être en Pila. Tantôt, aujourd'hui, hier, j'ai eu la preuve qu'il y a même celui qui s'occupe de la sécurité personnelle, de la sécurité personnelle du chef d'État et de son épouse, qui est là-dedans, Monsieur le Président. C'est pour ça que j'avais dit, mais comment? Mais il faut bien qu'on arrive à entendre Monsieur le Président de la République. Même s'il ne va pas venir, mais il faudrait peut-être comme le juge Jacques Chirac, qui a fini par refuser, c'est son droit le plus absolu, mais au moins qu'on tente au moins cette démarche-là. Mais pas ce moment-là, Monsieur le Président. Est-ce que lui qui vous a nommé, lui qui a violé à dessein la Constitution, pour vous nommer, Monsieur le Président, pour nommer le magistrat, vous ne pensez pas que, Monsieur le Président, dans ces conditions-là, qu'on pourrait dire que Monsieur le Président de la République, qui va peut-être être amené à répondre à votre convocation, si jamais vous pouvez le faire, Monsieur le Président, vous ne pourrez pas dire, Monsieur, c'est lui qui vous nomme aussi, en violant la Constitution. Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le Président, il risque de devenir juge et parti à la fois? Vous ne voyez pas que Monsieur le
voyez pas qu'il est juge et parti à la fois, Monsieur le Président. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, je crois que n'acceptez pas ce dossier. Dites que toute la procédure, depuis le bas, depuis l'instruction, depuis la somme d'accusation, vous voyez la rapidité avec laquelle la Cour suprême s'est précipitée pour venir rendre cette décision, Monsieur le Président. Et ne prenez pas ce risque-là, Monsieur le Président. Vous avez une carrière, Monsieur le juge. Vous avez une carrière devant vous. N'acceptez pas ce dossier qui a été fait, dont l'instruction a été faite de manière cavalière. Je vois le parquet général, effectivement, le parquet général, je crois quand je lui ai fait le greffe de dire qu'il n'a pas pu faire les choses normalement. Je le comprends, Monsieur le Président. Tout a été vite. Pour quelle raison? Pour quelle raison, Monsieur le Président? Et vous allez prendre la responsabilité de jouer ce dossier. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, je crois que je vous ai cité tous les textes qui ont été, une fois de plus, bafoués. Je comprends, non pas seulement par le parquet, par la volonté, par sa seule volonté, au niveau du parquet général, que ce soit au niveau de l'instruction, mais je crois, Monsieur le Président, vous devez comprendre ce que je vais faire dans ce dossier. Je crois que vous feriez mieux de dire, de constater que cette affaire ferait mieux d'être jugée par des juges qui ne sont pas, je dirais, qui ferait peut-être preuve d'une véritable indépendance, Monsieur le Président. Mais la preuve, nous l'avons eu ici, Monsieur le Président. Le parquet général est incapable de pouvoir décerner des ordonnances de prise de corps. Mais je le comprends, Monsieur le Président. Je le comprends, Monsieur le Président. Si effectivement nous avions des accusés qui n'étaient pas de ce rang, le parquet général aurait décerné des mandats, des ordonnances de prise de corps. Je comprends. Je comprends. Mais c'est pour cette raison que je dis, Monsieur le Président. Je dis, Monsieur le Président, ne fût-ce que pour ça, vous ne pouvez pas accepter cette procédure. Cette procédure a été mal diligentée et cette procédure ne peut pas être jugée en l'état. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce dossier. J'entends, Monsieur le Président, que j'ai vu les autres côtés, lorsqu'ils ont lu mes conclusions, ils attendent de répondre. Mais en tout cas, je voudrais qu'on me réponde sur le point de droit que j'ai relevé. Tel était, Monsieur le Président, toutes les expériences que j'ai faites dans ce dossier. Les fins de votre plaidoirie. Mais les fins, c'est pourquoi j'avais demandé, je vais vous déposer les conclusions. C'était, il s'agit de dire que cette procédure est nulle. Vous devez déclarer nulle cette procédure, il n'y a pas de problème, elle est nulle. Elle est nulle dans tous ses aspects, elle est nulle. Moi, je comprends ce qui s'est passé dans ce dossier. Et je n'en fais pas greffe tellement par le général. Je le comprends. Eu égard notamment aux accusés qu'il a en face de lui, je crois que vous n'aurez pas de mal de dire que cette procédure n'est pas en état et que vous devez la déclarer nulle pour permettre notamment à une instruction saine, pour permettre que toutes les affectations soient faites et pour que nous revenions. On peut peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, mais pour l'instant, elle est nulle, Monsieur le Président. La Cour, Maître Malonga, vous donne acte de vos observations tendant à la nullité relative ou textuelle de cette procédure avant Monsieur tout le débat. Président. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, c'est génial. C'est génie. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez
téléspectateurs, télé de droits de l'homme, au service de la nation. 835.25, accueille les hospitaliers. Massengo Chassé vous aime bien, Téléforum c'est votre télé. Soyez devant l'écran, aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme.
pour l'état de droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par les mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée, car il est important que nos enfants connaissent également leurs droits. Article 1. Quand les enfants naissent, ils sont libres, et tous doivent être traités de la même manière. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres de façon amicale. Citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Forum FM